Patrick Légeron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Vous dirigez le cabinet de conseil Stimulus et vous publiez Le stress au travail, un enjeu de santé. C'est aux éditions Édile Jacob. Un livre très instructif donc, sur le stress en entreprise et qui permet notamment de mieux comprendre ce qui s'est passé chez Air France avec ces images qui ont fait le tour du monde. On va aller voir ce fameux DRH d'Air France qui s'est retrouvé pris à partie, chemise arrachée. Je précise d'ailleurs, puisqu'on le sait aujourd'hui, que les 5 salariés à l'origine qui ont arraché cette chemise, 5 salariés sont toujours en garde à vue prolongée, ils sont jugés pour violence aggravée, ils sont menacés aujourd'hui de licenciement. Preuve que le gouvernement, enfin que tout cela était très important. On sait que ces images ont fait le tour du monde. Vous dites, Patrick Légeron, pourquoi ces images nous choquent autant? Vous le dites dans ce livre, parce que l'entreprise est le lieu où l'on ne doit pas, où l'on ne manifeste pas ses émotions. Oui. On doit être un robot en entreprise? On doit être assez déshumanisé. Et c'est évident que l'homme au travail aujourd'hui ne ressemble sans doute pas à ce qui est décrit dans les temps modernes, mais c'en est assez proche. C'est-à-dire une mécanique qui réalise des objectifs, mais tout ce qu'il y a d'humain, tout ce qu'il y a d'aspiration, d'émotion, de ressenti, de fierté, mais aussi d'inquiétude, de découragement, n'a pas lieu d'être. Et nous sommes assez spécifiques en Europe. Dans les enquêtes européennes, à la question « Avez-vous la possibilité d'exprimer vos opinions ou non, ou vos émotions au travail ?», eh bien, nous sommes le pays qui score le plus bas. Dans les pays comme la Hollande, le Danemark, etc., les gens disent « Oui, je peux exprimer mes émotions, c'est-à-dire mes inquiétudes, mes mécontentements. » En France, c'est relativement interdit. Oui. Lors des plans de restructuration, Alors là, vous dites, on ne tient absolument pas en compte, pas en compte le facteur humain. Alors pour revenir à Air France, bon là c'est des émotions extrêmement fortes. Ouais. Alors il y a une façon d'exprimer ses émotions et c'est pas peut-être la meilleure façon. Mais c'est vrai que les facteurs humains sont assez méconnus. C'est-à-dire que malgré beaucoup de rapports qui ont été faits sur ce que c'est que la détresse psychologique au travail aujourd'hui, vous savez, qu'est-ce que vous disent les salariés? Ils vous disent, moi j'ai l'impression d'être pour mon manager un chiffre dans un tableau Excel. Mais en tant qu'être humain, ce que je ressens, ce que j'ai envie, quelles sont les émotions pénibles que je peux ressentir au travail, ça n'a pas lieu d'être. Un jour même, un responsable de ressources humaines me disait, si en plus il faut s'occuper des états d'âme des gens, vous vous rendez compte? Et oui, les gens ont des états d'âme. Oui, vous parlez de cette pression psychologique, et vous dites dans le livre, elle est finalement plus perverse que la pression physique qui s'exerçait sur nos aïeux il y a un siècle. Voilà. Bien sûr. Le problème du stress au travail, pensez donc qu'il existe depuis des millénaires. Relisez Émile Zola, quel stress physique, la chaleur, la température. Mais ce stress, il a progressivement disparu. C'est maintenant la contrainte psychique. Voilà. C'est-à-dire, c'est sur notre mental, sur notre psychisme que s'exerce. Et un salarié se sent honteux s'il se dit, si je n'y arrive pas, c'est une catastrophe. Vous le dites. Et c'est vrai qu'on dit tout ça. Si j'ai de mauvais résultats, ça va très mal, c'est très grave pour moi. Tout à fait. D'abord, il a des fois des raisons d'inquiétude parce qu'il est jugé par ses performances de plus en plus difficiles à atteindre. Vous savez, ces objectifs, ces fameux objectifs qu'on donne aux salariés individuellement sont des fois des horreurs. Les gens n'arrivent pas. C'est comme un sportif à qui sans cesse on relève la barre. Tu as franchi 2,20 m, maintenant essaye de 1,40 m. Voilà, ça s'appelle le management par le stress. On ne le dit pas trop, mais ça existe. On va revenir sur l'exemple Air France. Je vous propose, Patrick Légeron, on va voir une salariée qui est tout simplement en train de craquer. C'était la semaine dernière lors de ce fameux comité central d'entreprise. Regardez. On nous a demandé de faire des efforts, on les a fait. Ça fait 4 ans que nos salaires n'ont pas évolué. 4 ans qu'on travaille pour rien. Nous, on les a fait, les efforts. Nous, on les a fait, les efforts. Nous, on a fait des efforts. 4 ans. 4 ans sans rien. Et c'est nous qui traquons. Voilà, parce qu'il faut préciser qu'Air France est en perpétuelle restructuration. Il y a déjà eu 9000 suppressions de postes depuis 2012. Vous parlez dans votre livre, elle a l'air sincère, elle est véritablement en train de craquer, du syndrome du survivant. C'est quoi ce syndrome du survivant et est-ce qu'elle en est frappée? Alors, dans ce qu'on observe dans ce témoignage évidemment extrêmement bouleversant, de voir des salariés qui se donnent pour leur entreprise dans cet état-là, on observe en effet deux choses. D'abord, le syndrome du survivant, parce qu'il ne faut pas croire que finalement, lorsqu'il y a un plan social, des réductions d'effectifs, ne sont concernés que ceux qui perdent leur emploi. Il y a également ceux qui survivent. Et ça, c'est bien connu aussi bien quand il y a un attentat, un trauma. Tout ce qui est psychotraumatique, comme on dit dans notre jargon, impacte les rescapés. Donc c'est le syndrome du survivant, qui est souvent méconnu. Mais il y a aussi un élément extrêmement important, c'est-à-dire le sentiment d'avoir donné beaucoup d'efforts pour rien en retour. Et là, c'est un des grands modèles qui est scientifiquement très bien établi. Vous savez, ce n'est pas les gens qui travaillent le plus, ce n'est pas les gens qui fournissent le plus d'efforts qui craquent. Ce sont les gens pour lesquels il y a le déséquilibre entre tout ce qu'on donne et ce qu'on reçoit en retour. Alors c'est évidemment
en retour, la menace à nouveau de perdre un emploi, alors qu'on a beaucoup donné, et ce témoignage le montre bien, mais aussi au quotidien. C'est-à-dire, vous défoncez, vous faites des choses, et pas un merci, on vous critique. La notion, la reconnaissance au travail, vous savez, est l'un des facteurs les plus puissants du stress aujourd'hui dans les entreprises. C'est culturel en France. Oui, vous expliquez dans votre livre, à l'école, le professeur nous dit, t'as fait une faute là, il nous dit jamais c'est bien. Et ça se poursuit dans la vie d'entreprise quand quand on fait des séminaires. Dites-nous, vous donnez cet exemple entre la France et les États-Unis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, bon, les États-Unis ont une culture un petit peu trop enthousiaste, c'est-à-dire that's wonderful, c'est magnifique, c'est génial. Bon, il faut pas non plus bouleverser notre culture qui est peut-être un peu plus réservée sur ce genre de choses. Mais la différence, par exemple, entre la France et des pays comme l'Amérique du Nord ou encore plus l'Europe du Nord, c'est qu'avoir l'air heureux au travail est suspect. Si un manager a l'air détendu au travail, il est suspect d'être au minimum un glandeur, un naïf. Il faut avoir l'air stressé. La souffrance au travail est culturellement extrêmement forte. Alors, vous prenez la défense dans ce livre, et là, on a du mal à vous suivre. Vous prenez la défense des pilotes. Vous dites, pourtant, les pilotes, vous reconnaissez, ils sont quand même très bien payés, ils travaillent moins de 35 heures, et vous dites, pourtant, c'est un travail qui est source de stress. Et c'est vrai? Alors, chaque profession a des... Vous imaginez bien que le stress au travail est très varié, suivant que vous êtes un ouvrier sur une chaîne de montage dans une usine automobile, ou vous êtes un cadre supérieur en informatique. On a tous des facteurs de stress différents. Mais il y a un facteur de stress très, très important chez les pilotes, c'est évidemment la tension. C'est-à-dire le fait que la moindre erreur peut causer la mort d'un homme. Et donc, comme un chirurgien, comme un anesthésiste, il y a des professions pour lesquelles la concentration intellectuelle est très épuisante parce que vous ne pouvez pas vous permettre une seconde ou une minute d'inattention. Alors qu'il y a des professions qui ont d'autres sources de stress, mais ce n'est pas cette hyper-concentration et cette hyper-attention. Et donc les pilotes ont à l'évidence un grand facteur de stress, mais ils ont aussi beaucoup de facteurs de protection, des revenus, une qualité de vie. Enfin, ils ont aussi, à l'opposé, beaucoup aussi de satisfaction. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est que vous dites la France est un pays où l'on cultive le stress. Pourtant, la France est l'un des pays où on travaille le moins en Europe. Oui, il n'y a que la Finlande qui travaille moins que nous. On est le pays qui est des RTT, nous on est tous les 3 jours en vacances, je caricature. Mais... Oui, mais parce que le problème du stress, c'est pas que la quantité de travail, c'est la qualité de travail. Et aujourd'hui, malheureusement, dans un pays comme la France, qui a beaucoup de chômage, on se focalise sur en avoir ou pas. C'est-à-dire avoir du travail ou ne pas avoir du travail. Et par exemple, les préoccupations du ministère du Travail, c'est évidemment l'emploi. Parce que le drame du chômage est considérable et que si j'écris un livre sur le stress au travail, croyez-moi, il y a un stress sans doute encore pire que le stress au travail, c'est le stress du non-travail. Mais ce n'est pas parce qu'on a un travail... La peur de le perdre ou le syndrome du placard? Parce que vous parlez des deux choses. Les deux, et puis de ne pas avoir de travail. Vous savez, par exemple, ce livre parle également des impacts sur la santé, c'est-à-dire la dépression, les suicides. Mais il faut savoir qu'à tout autre facteurs égaux, parce qu'évidemment, quand on ne travaille pas, on a moins de revenus, mais les statisticiens savent rééquilibrer toutes ces variables. Eh bien, les gens qui ne travaillent pas, il y a plus souvent de dépression, de suicide. Donc le monde, c'est-à-dire travailler d'une certaine façon protège votre santé. Mais les conditions de travail aujourd'hui ne sont plus ce qu'elles devraient être. Et vous faites allusion aux 35 heures, la quantité de travail n'explique pas tout. Il y a des gens qui peuvent travailler 60 heures par semaine, mais parce qu'ils font un travail qui a du sens, parce qu'ils sont autonomes, parce qu'ils ont de la reconnaissance, parce qu'ils ont de la fierté. Eh bien, ce n'est pas épuisant. On peut très bien craquer à 35 heures, ou même à moins quand vous êtes dans un placard. On parle du syndrome du bore-out, c'est-à-dire l'ennui au travail, c'est-à-dire ne plus rien avoir à faire, ce qui n'est pas non plus le rêve quand vous êtes dans un placard, en effet. Vous avez cette phrase, quand on est dans un placard, vous êtes exténué en fin de journée, alors que vous n'avez pas fait grand-chose, vous n'avez rien fait. Bien sûr, mais parce que vous êtes isolé sensoriellement. On a besoin de stimulation dans la vie. Les expériences où les gens sont mis dans des caissons, ils n'ont plus un bruit, plus une stimulation, ils craquent aussi. On a besoin d'être stimulé pour le meilleur, c'est le bon stress. Et malheureusement, quand vous êtes dans un placard, il n'y a plus de mauvais stress, bien sûr, mais il n'y a même plus de bon stress. Merci beaucoup, Patrick Légeron. Donc, je rappelle votre livre, Le stress au travail, un enjeu de santé, parce que vous l'avez dit, ça peut déboucher sur des dépressions, voire sur des suicides. Merci. C'est Odile Jacob. Tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air. Plus de radars, avec même bientôt de faux radars, des leurres pour nous inciter à ralentir. Plus de mesures pour lutter contre la pollution automobile. Le gouvernement durcit sa politique anti-voiture. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Faux radars et vrai contrôle.